Et me revoilà pour chroniquer un livre que je trouve vraiment intéressant. Donc c'est des éditions de Bézieux, Plantes comestibles, cueillettes et recettes des 4 saisons. Collection Nature pratique. Donc plus de 250 plantes sauvages et comestibles, 60 recettes à concocter, un guide facile à utiliser avec des photos, descriptions de chaque espèce, des classements de plantes par saison, un tableau récapitulatif des périodes de cueillette et côté cuisine, des astuces, des conseils et des idées originales. Donc je vous ai fait une petite sélection, juste pour vous mettre en appétit et vous encourager à vous procurer ce livre. Déjà, en guise de sommaire, en fait, il y a une belle citation de Khalil Gibran. En automne, je récoltais toutes mes peines et les enterrais dans mon jardin. Lorsqu'avril refleurit et que la terre et le printemps célèbrent leurs noces, mon jardin fut jonché de fleurs splendides et exceptionnelles. J'adore cet écrivain. Concernant les consignes de cueillette, limitez-vous strictement aux parties comestibles citées dans la rubrique récolte. Toutes les parties d'une même plante ne sont pas forcément comestibles et certaines peuvent être toxiques, voire mortelles. D'accord ? Et ne prenez pas à la légère les recommandations d'usage telles que petite quantité, faible dose, consommation crue ou cuite, les modes de préparation dont certains vous proposent de blanchir ou même de cuire en 2 eaux. D'accord. Avant d'élaborer toute recette, reportez-vous impérativement aux fiches d'identification des plantes concernées. Avertissement. Donc, certaines généralités ne sont valables que pour les plantes indigènes en France et les plantes citées ici comme comestibles le sont au stade actuel des connaissances, mais elles évoluent et il convient donc de se tenir au courant des avancées dans ce domaine. Les auteurs, l'éditeur et votre servante déclinent toute responsabilité en cas d'intoxication due à une mauvaise interprétation des renseignements contenus dans cet ouvrage ou à une réaction d'intolérance personnelle. La nature est fragile, respectez-la. Si le fait de glaner quelques feuilles n'a souvent aucune conséquence, la cueillette systématique d'une espèce peut entraîner localement sa disparition et perturber le milieu. Ne prélevez donc aucune plante isolée. Choisissez les groupes denses, vous récolterez seulement quelques pieds. Respectez les sites et respectez les réglementations. Concernant les lieux et règles de cueillette, avant toute récolte, demandez bien sûr l'autorisation au propriétaire du terrain concerné, qu'il soit public ou privé. Vérifiez la qualité de l'environnement du lieu de récolte choisi. Fuyez la pollution au bord des routes et des chemins ou les cultures intempestives arrosées de produits chimiques, les soi-disant espaces verts. Bien entendu, ne prélevez que ce dont vous avez besoin et veillez à ne récolter ni une espèce protégée, ni une espèce qui n'est pas présente en abondance. Si vous n'êtes pas sûr, ne goûtez jamais une plante et ne la récoltez pas non plus si vous ne l'avez pas identifiée de manière rigoureuse. Observez et familiarisez-vous impérativement avec la plante pendant tout son cycle de vie, les rosettes, les feuilles tendres, les jeunes feuilles, les fleurs, les racines, les graines. Et en cas de besoin, n'hésitez pas à demander l'aide de personnes expérimentées. Pour assurer votre initiation, vous pouvez faire appel à des personnes qui ont l'habitude d'utiliser les plantes sauvages. Leur expérience vous permettra d'avancer plus rapidement dans la découverte de ce vaste univers. Il y a également des associations botaniques ou d'autres organismes locaux qui proposent des sorties sur le terrain. Et ce n'est pas seulement dans les livres ou via un podcast que vous pourrez apprendre et progresser. Histoire d'être un peu complète au niveau des mises en garde, faites attention à la douve du foie qu'on peut retrouver en ingérant certaines plantes des prairies et zones humides proches de pâtures, tout ce qui est pissenlit, cresson par exemple. En cas de doute, vous faites cuire la cueillette si vous avez des doutes sur le site de la récolte. Vous avez aussi l'échinococcose en fait, qui est en fait une maladie parasitaire qu'on peut contracter en fait via les déjections des animaux en fait. Donc pour s'en prémunir, vous allez plutôt choisir vos mûres, vos framboises sauvages ou les feuilles de ces plantes un peu en hauteur. Voilà. Et puis évitez de manger cru, même après décongélation, les champignons, les plantes, les fruits d'un jardin récolté au ras du sol ou à faible hauteur. Et seule la cuisson détruit le parasite. C'est une maladie qui peut toucher le foie et d'autres organes, qui est rare, mais vraiment grave et parfois mortelle.
Donc faites attention à vous, s'il vous plaît. Au niveau des méthodes de conservation, vous connaissez déjà le principe, vous avez le séchage, les huiles, la macération dans l'huile, dans le vinaigre ou dans le sel, la lactofermentation, l'alcool aussi, qui est fatal pour les micro-organismes et permet d'extraire une bonne partie des arômes. Les plantes y perdent un peu leur naturel, mais le résultat est fort agréable à partir du moment où vous restez informé que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous pouvez également conserver les plantes dans du vin, dans du miel, dans du sucre. L'acide citrique peut également beaucoup aider. Il est présent dans le citron. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en retrouve fréquemment et en petite quantité dans les confitures, les sirops et certains vins. Vous pouvez bien sûr faire une stérilisation parce que ça va détruire totalement les micro-organismes et favoriser la fermeture hermétique des bocaux pour éviter la pénétration des bactéries. Vous pouvez également congeler vos récoltes, pourquoi pas, surtout pour certains petits fruits ou pour des préparations cuites ou pré-cuites. Mais pour ne pas nuire à la qualité, idéalement, ça ne doit pas dépasser 3 à 4 mois. Au niveau des plantes que j'ai sélectionnées pour vous dans ce livre, on pourrait parler de l'ail des ours. On prétend que les ours, au sortir de leur hibernation, se purgent avec des feuilles de cette plante. Riche en vitamine C et carotène, c'est un dépuratif précieux, notamment pour le drainage des métaux lourds et les affections chroniques de la peau. C'est également un régulateur efficace du système gastro-intestinal et un vermifuge puissant. Attention en utilisation fraîche. Pour éviter toute confusion avec les feuilles de muguet ou de colchique qui, elles, sont toxiques, il suffit de les froisser entre les doigts. Muguet ou colchique ne sentent pas l'ail. Autre différence, les feuilles du muguet sont mates dessus et brillantes dessous, à l'inverse de celles de l'ail des ours ou de l'ail de la Victoire. C'est de la même famille. Donc ça peut s'utiliser par exemple en pesto. C'est plutôt sympa. En pesto, cuit en beignet, vous aurez la surprise de voir gonfler les feuilles. Et les jeunes feuilles et les bulbes, récoltés avant floraison, s'utilisent en salade, en sauce, en beurre ou cuits comme légumes pour accompagner les viandes et les poissons. Vous connaissez le lierre terrestre qui est intéressant pour ajouter en petite quantité dans les salades, des sauces, des céréales, des desserts, des soupes ou divers plats cuisinés. On sait par ailleurs que cette plante est utilisée depuis longtemps pour parfumer, clarifier et conserver la bière. Attention à ne pas confondre avec le lierre grimpant, qui lui est une espèce ligneuse très toxique en usage interne. Le coquelicot. Dont les pétales en fait décorent agréablement les salades ou peuvent s'utiliser en friandises, des fleurs confites ou des pâtes de fruits. Mais on en reparlera. Le trèfle, les feuilles étant comestibles uniquement cuites, vous pouvez en ajouter quelques-unes dans les soupes. Bon à savoir, il y a plusieurs dizaines d'espèces qu'on va retrouver au niveau du trèfle, mais une des plus connues, c'est le trèfle blanc. Celui qui s'appelle Trifolium repens et qui porte souvent 4 voire 5 feuilles, les spécimens recherchés comme porte-bonheur. Alors, nous avons ensuite, qu'est-ce que j'avais repéré ? Ah oui, très important, le houblon. On utilise les jeunes pousses au printemps et les cônes l'été. Côté cuisine, les jeunes pousses se mangent crues ou cuites comme des asperges et font d'excellentes omelettes. Les cônes sont connus pour parfumer la bière. Attention, le houblon contient des œstrogènes végétaux. Les garçons, n'abusez pas de la bière si vous tenez à votre virilité. Chez les filles, le houblon peut déclencher les règles. C'est quand même bien de le savoir. La bardane. Alors la bardane, c'est une plante, vous regarderez dans un dictionnaire, en fait, vous avez des petites fleurs qui ont inventé le velcro, clairement. En tout cas, ça a inspiré l'inventeur du velcro. Donc la racine de bardane était déjà utilisée en médecine au Moyen-Âge. Elle est dépurative, elle est antidiabétique, elle a beaucoup de sels minéraux. Et en lotion sur le cuir chevelu, elle combat les pellicules. L'application de feuilles fraîches soigne le psoriasis, l'eczéma, l'acné et d'autres maladies de peau.
Côté cuisine, donc on épluche les jeunes tiges au goût d'artichaut, on les coupe en tronçons dans les salades, on les ajoute à des crudités. Les mêmes tiges cuites brièvement à la vapeur sont excellentes, servies avec un filet d'huile d'olive. J'en ai l'eau à la bouche. On peut également consommer la racine crue ou cuite, réduite en purée lorsqu'elle commence à être un peu dure, et c'est un légume courant en Asie. Bon à savoir, il existe en France 2 espèces de bardane. La petite présente en Auvergne et Limousin, et l'autre, bardane à capitule velu, beaucoup plus rare, mais les deux sont utilisés en tout cas de la même façon. Concernant le cresson, tout le monde connaît le cresson de Fontaine, hein. C'est très sympa le cresson bien sûr, c'est très sympa en soupe, c'est sympa aussi en salade, mais ce qu'il faut savoir c'est que la prudence est de mise, car comme d'autres plantes poussent, enfin comme pas mal d'autres plantes qui poussent dans un milieu humide en fait, le cresson est sujet à une contamination par la douve du foie. Donc comme en plus il est assez diurétique et irritant pour certaines personnes fragiles des reins, avec risque de cystite, n'en abusez pas à l'état cru. La cuisson à l'eau permet de réduire voire d'éliminer les substances irritantes et la douve du foie. Notez qu'il existe aussi un risque de confusion avec lâche faux cresson qui pourrait posséder une certaine toxicité. Mais normalement, vous avez des feuilles un peu dentelées et des fleurs en ombelle qui vous permettent de savoir à quelle plante vous avez affaire. Les massettes à larges feuilles, tout le monde connaît, hein, c'est le fameux roseau qu'on trouve au bord des cours d'eau. Donc très intéressant, très nutritif parce que riche en amidon. Les rhizomes se consomment crus une fois pelés ou cuits. On peut les faire sécher, les moudre, en extraire une farine qui servirait à fabriquer des galettes. Mais la massette et le scrip, comme toute plante poussant en milieu humide ou dans les eaux stagnantes, peuvent être sujets à une contamination par la douve. Donc moi, même en cuisant, vu le travail que c'est, je ne testerai pas, personnellement. Le sapin pectiné, l'épicéa, le douglas ou le pin sylvestre, intéressant pour faire tout ce qui est sirop ou mettre ça dans les bourgeons dans les jeunes pousses de printemps pour des salades de fruits par exemple. Il existe également une super recette de sorbet Douglas, je crois, on en reparlera. Ce qu'il faut savoir, histoire de lever le doute, c'est que tous les conifères bien sûr se ressemblent, mais une seule essence est dangereuse, c'est l'if. Taxus baccata, on le reconnaît grâce à ses arilles rouges ressemblant à des baies. Donc si vous voyez des baies rouges dans un équivalent de sapin, vous n'y touchez pas, surtout pas. Est-ce que c'est clair? Le tilleul à grandes feuilles. Alors, savez-vous que les jeunes feuilles de tilleul se consomment en salade? Il y a plein de gens qui nous en parlent et qui sont vraiment très très gourmands de ça, d'accord? Mais les fleurs préparées en infusion sont calmantes et sédatives. Attention au surdosage qui produit l'effet inverse, excitation et insomnie. L'aubier de tilleul est utilisé comme draineur du foie. Et en fait, quand vous voulez faire des salades, vous prenez des jeunes feuilles translucides et les bourgeons de printemps, ou alors des feuilles un peu plus âgées et des fleurs au cours de l'été. Moi, ce que je sais, c'est que les jeunes feuilles servent de base aux salades en été, que c'est vraiment très adoucissant quand vous avez des plantes amères à côté. Les feuilles plus âgées, on les sèche, on les dénervure un peu, on les réduit en poudre. Ça fait une farine verte très nutritive à mélanger dans d'autres farines pour préparer des galettes, des pains ou des bouillies. Les bourgeons et boutons floraux, vous pouvez les utiliser pour parfumer vos salades ou pour les grignoter dans le cadre de balades. Vous pouvez utiliser donc les fleurs pour la tisane. Et voilà. Mais attention, quand à l'envers de la feuille vous avez une couleur blanche, c'est-à-dire le tilleul argenté, celui-là n'est pas comestible. Ça a l'air bête, mais c'est quand même important de le préciser. Donc le tilleul à grande feuille, oui. Le tilleul argenté, donc en dessous de la feuille, c'est blanchâtre, on n'y touche pas. L'ortie, tout le monde connaît l'ortie. On peut en faire des salades
À partir du moment où on les roule un petit peu en boule et on les utilise hachés finement avec d'autres ingrédients, on peut en faire un pesto, du beurre d'ortie. Une fois cuites, les feuilles ne piquent plus du tout. Elles sont bonnes en soupe, en gratin, en quiche, en tarte et autres. Et il y a une boisson très intéressante à faire et on en fait régulièrement au Parc des Sauvageons. Pas seulement en tisane, mais le soir, vous faites macérer une grosse poignée d'ortie dans 1 litre d'eau et le matin, vous appréciez cette boisson tonique. Vous allez sentir vos forces qui remontent. Voilà. Et c'est vraiment très très chouette ça. Le lamier blanc, toujours dans le même esprit en fait, ça s'utilise surtout cuit. Voilà. Il y a également le lamier jaune, ça se consomme de la même façon. Alors, je sais qu'on peut consommer le rumex. Moi, je ne le fais pas. Chacun prendra ses renseignements. Moi, je ne le fais pas parce que quand on a tendance à avoir des problèmes rénaux, l'acide oxalique, c'est pas extraordinaire. Mais il y a des gens qui en raffolent. C'est une forme d'oseille en fait. Voilà. Vous avez également l'oxalis, la petite oseille. Elle ressemble un peu à un trèfle à 4 feuilles et quand on la goûte, elle a un goût d'oseille. C'est très simple à trouver. Mais pour la même raison en fait. On en met 3-4 feuilles dans une salade et ça suffit amplement en fait pour éviter les surplus. D'autant qu'il y a plein d'autres choses très intéressantes à consommer, comme par exemple le pissenlit, dent de lion, comme on dit. Si on devait n'en citer qu'une à consommer en salade, ça serait le pissenlit. Et il est vraiment extraordinaire avec des œufs mollets, un petit peu de pommes de terre vapeur et des petits lardons. Oh là là, en salade. Au printemps, c'est très chouette. C'est particulièrement dépuratif. Vous pouvez ajouter des fleurs et des boutons floraux à vos salades. Et avec du vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc, vous pouvez utiliser les boutons floraux à mettre à macérer de manière à en faire des capres. J'ai tenté et c'est pas mal du tout. Il y a des gens qui font du vin avec les fleurs ou alors une excellente confiture appelée cramaillotte. Voilà. Le plantain lancé au lait. Donc la plante contient des protéines, des vitamines, des sels minéraux, des tanins et des mucilages antihistaminiques, astringentes, dépuratives, hémostatiques et anti-inflammatoires. C'est très intéressant contre les irritations et les allergies de l'appareil respiratoire. En usage externe, le jus de ces feuilles écrasées calme les piqûres d'insectes et d'orties et également très cicatrisant et antiseptique. Donc, côté cuisine, vous prenez les jeunes feuilles au centre de la rosette et les jeunes inflorescences qui ont une odeur et une saveur marquée de champignons. On peut les ajouter aux salades, au pesto, aussi en omelette en fait, c'est sympa. La prime vert. La prime vert, alors ça c'est plutôt au début du printemps. On préfère les très jeunes feuilles pour une utilisation crue, une saveur légèrement anisée et piquante qui aromatisera les salades composées. Et les fleurs bien sûr, extraordinaires pour les décorations de plats, crudités, desserts, sirops et fleurs cristallisées. On en reparlera. La pâquerette. La pâquerette, moi j'étais très étonnée, mais figurez-vous qu'on peut faire de la purée de pâquerette. Et il paraît que c'est extraordinaire. Je connaissais la pâquerette pour l'huile qu'on utilise pour la beauté du buste. Et aussi, je savais que la pâquerette aide à soigner les ecchymoses. Ou même calmer la toux. Et d'ailleurs, cette pâquerette, on l'appelle Bellis perennis, ça veut dire toujours belle. Voilà. Donc réservez les feuilles tendres aux salades avec un mélange d'autres herbes sauvages comme par exemple le pissenlit parce que la saveur des feuilles donc sur la pâquerette est un petit peu piquante. Vous pouvez utiliser donc les boutons de fleurs en bons légumes dans les purées de pommes de terre ou les potages. Les fleurs se consomment aussi telles quelles dans les crudités, les salades de fruits. Vous pouvez préparer des jolis petits glaçons de pâquerette. Ça peut servir pour vos cocktails ou même pour décorer des plats, des desserts. Une fois cuites, elles sont délicieuses confites ou alors dans des gâteaux. On peut faire un
un thé solaire ou un vin aromatisé. Les boutons floraux de pâquerette au vinaigre ne sont pas sans rappeler les câpres. Donc c'est le même principe qu'avec le pissenlit ou la capucine en fait. Et c'est très bon. Enfin, pensez à l'omelette de fleurs de pâquerette le jour de Pâques. Un hommage à la plante dont le nom français vient de cette fête. La violette odorante, tout le monde connaît la violette, que ce soit pour le sirop, la décoration, les liqueurs, on en parlera plus tard. Le robinier faux acacia. Les fleurs en préparation cuite servent à la confection de sirop, limonade, vin, confiture. En petite quantité, elles parfument les crêpes, les compotes et le thé. Et en beignet, c'est un grand classique. Attention, les graines et les feuilles sont toxiques. Les fleurs crues sont à consommer avec grande modération. C'est important de le préciser. L'immortelle commune. Très aromatique, toute la plante exhale une agréable odeur de curry. L'immortelle, c'est les lychries en fait. On l'emploie surtout en guise de curry afin de parfumer différents plats de légumes et de céréales comme le riz. Alors, l'armoise, c'est excellent en beignet en petite quantité. On peut parfumer certains plats et faire des infusions. Le kénopode. Alors, le kénopode blanc, j'ai également un kénopode pourpre chez moi qui est vraiment très chouette. Et c'est meilleur que les épinards. Voilà. C'est meilleur que les épinards. Voilà. On peut mélanger des jeunes pousses dans les salades. On peut aussi les consommer cuites et les faire bouillir dans 2 eaux différentes. Voilà. On peut en faire des quiches aussi, ça marche bien. On peut s'amuser lors d'une soirée crêpe en hachant finement du kénopode. On fait revenir ça dans un peu d'huile et on met la pâte. Et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Le pourpier, c'est particulier, tout le monde connaît, mais attention, le pourpier contient de l'acide oxalique et peut provoquer des calculs rénaux. La consoude officinale peut s'utiliser en... Alors, fraîche, c'est un peu particulier parce que la feuille, en fait, ressemble un peu à un âne, elle a des oreilles d'âne, et la feuille, elle est rugueuse, d'accord ? La consoude, à la base, c'est prévu pour la cicatrisation et ressouder, cicatriser les plaies et consolider les fractures. Mais on peut la confondre parfois avec la digitale, donc ça peut poser problème. Donc, pour savoir, la consoude, les feuilles de consoude sont rugueuses, alors que celles de la digitale sont duveteuses. Donc, rugueuse, ça veut dire que c'est aussi râpeux qu'une langue de chat. Voilà. Pour ceux qui ont des chats ou qui connaissent un peu la sensation. Donc, les grandes feuilles en oreille d'âne se consomment de préférence cuites. Elles font d'excellents beignets au léger goût de poisson et épaississent les soupes grâce à leur mucilage. Vous avez aussi la consoude de Russie, où les fleurs sont un peu différentes. La tige, c'est toujours le même principe, et ça peut s'utiliser de la même manière. Alors, qu'est-ce que j'avais vu d'autre ? Le gaillet gratteron, donc tout le monde connaît, c'est les fameuses petites boules qui se raccrochent horriblement aux vêtements et aux animaux. En fait, c'est quand même une super stratégie pour disséminer les fruits et faire véhiculer l'homme ou l'animal pour véhiculer la descendance. Voilà, donc on récolte les jeunes pousses au printemps et les fruits de juillet à octobre avant qu'ils ne dessèchent. Donc l'apparence est un peu rude et peu engageante, mais les jeunes pousses tendres, au goût légèrement amer, s'intègrent agréablement aux salades. On peut aussi les servir après un passage à la vapeur, en vinaigrette, comme des asperges. C'est dépuratif et ça accommode agréablement les soupes composées de diverses plantes printanières. Figurez-vous qu'on peut aussi utiliser le gaillet gratteron en faisant griller à sec le fruit. On l'écrase, on verse de l'eau chaude dessus et ça fait un effet café. Voilà. C'est quand même intéressant de savoir ça. La pensée sauvage, tout le monde n'en a pas. Et la plupart du temps, c'est dans les jardins un peu trop proches des champs. La marguerite. Bon, la marguerite, tout le monde connaît. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie.
pas du tout, et ainsi de suite. Très aromatiques, les jeunes feuilles tendres sont ajoutées aux salades ou cuites à la vapeur. On fait d'excellents beignets parfumés avec les capitules qui s'associent également aux salades et entrent dans la préparation de divers plats cuisinés, comme des omelettes. Ou alors on peut faire une boisson fermentée originale, paraît-il. Bon, pourquoi pas. Matricaire, toute la plante dégage une odeur agréable d'ananas, parfumer donc les salades et les desserts avec quelques feuilles et capitules. Le goût exotique assuré pour vos salades de fruits. Infusée dans du lait, la plante communique sa saveur fruitée aux crèmes anglaises et aux glaces. La mauve, alors moi je la mets dans des rouleaux de printemps. On peut faire des fondus végétales à l'égyptienne. On peut mettre ça simplement dans des salades. Il y a tellement de choses à dire sur la mauve que j'en perds mon latin. Le fraisier des bois. Attention au risque d'échinococcose, donc il faut bien savoir où vous les prenez. Attention, au parc des Sauvageons, j'ai des fraisiers des bois et également des fraisiers des Indes. Pour les reconnaître, c'est très simple. Fraise des bois, tête en bas. Fraisier des Indes, la tête est en haut, en fait. Et ça fait des boules roses, un peu comme des boules rouges, pardon, un peu comme des fraises, effectivement. Mais ça n'est pas de la fraise des bois de la même façon. Ça n'est pas vraiment comestible. Si vous en mangez, c'est pas la fin du monde. Ça n'a pas de goût. C'est fade. Je pense que vous n'allez pas en manger une pleine poignée. Mais fraise des bois, tête en bas. Voilà. Précision. On peut, quand on est sûr de la provenance, en fait, on faire des salades de fruits, des glaces, des coulis. Et en plus, on peut les sécher pour les mettre en tisane. On peut les congeler. Moi, j'en mets à macérer dans du rhum. Et à la fin, toutes les fraises sont blanches et le rhum est rose. Voilà. Myrtille, framboise, bon ça vous connaissez la base. Reine des prés. Alors sachez que la reine des prés a tendance à donner une petite saveur vanillée quand vous la mettez à macérer dans du lait. Donc c'est assez sympa. Ouais. Ça rappelle un peu le miel, amande vanillée. Voilà, donc pour les desserts, c'est vraiment très intéressant pour les salades de fruits, les compotes, les crèmes, les glaces et les tartes. Vous pouvez tout simplement mélanger quelques fleurs à du fromage blanc avec de la crème fraîche liquide et du miel. Pour info, l'infusion de fleurs ou les sommités fleuries est anti-rhumatismale, diurétique, sudorifique, fébrifuge et analgésique, traitant ainsi les affections fébriles, donc la fièvre, et les troubles des reins ou de la vessie. En cas de refroidissement, une infusion dans du lait chaud sucré est très efficace. Qu'est-ce que j'avais repéré d'autre comme plante? Groseillia macro. Groseillia macro, tout le monde connaît. L'alchimie commune, c'est assez simple. Vous la reconnaissez parce que la feuille a une forme de jolie étoile et retient la rosée. C'est d'ailleurs cette eau céleste qui était récoltée au centre des feuilles, jadis, par les alchimistes. C'est une plante qui régule le cycle menstruel. On peut ajouter quelques jeunes pousses dans les salades. Et si vous voulez des feuilles un peu plus développées, vous les faites cuire dans 2 eaux. Et puis vous rajoutez d'autres plantes sauvages un peu plus douces. Le frêne s'utilise pour faire de la freinette. Y a des gens qui utilisent les jeunes feuilles et les fruits frais pour des salades. Ou alors les fruits du frêne en condiment. Alors on les fait bouillir dans 2 eaux pour éliminer l'amertume avant de conserver ça dans du vinaigre blanc ou une saumure. Pour moi, c'est un peu trop de boulot. Voilà. Maintenant, comme on sait que c'est quand même le quinina d'Europe, c'est un arbre providentiel pour qui veut rester vaillant en vieillissant. Les feuilles sont à la fois anti-rhumatismales, fébrifuges, toniques et légèrement laxatives. C'est une plante qui a énormément de vertus. Mais bon, peut-être pas en comestible, plutôt en tisane. Alors, le merisier, tout le monde connaît. Faites-en des clafoutis, franchement. La menthe, tout le monde connaît. L'origan, vous connaissez. Les pierres des bois. Alors ça, peut-être vous ne connaissez pas. J'en ai plein au parc des Sauvageons.
Donc c'est une plante qui a de nombreuses vertus médicinales. Elle est tonique, diurétique, vulnéraire, stomachique, antispasmodique et héménagogue. Donc on récolte les jeunes pousses puis les feuilles d'avril à octobre. Côté cuisine, malgré l'odeur puissante, très musquée et boisée de la plante, quelques jeunes pousses peuvent agrémenter et parfumer les salades composées. Et en fait, il y a une odeur de champignons et plus précisément de cèpe, obtenue par froissement intense des feuilles et que l'on retrouve aussi lorsque l'on cuit les feuilles. Donc si vous rentrez bredouille d'une cueillette de champignons, une poêlée de feuilles accompagnée d'ail et de crème fraîche vous fera oublier une récolte infructueuse. Avec cette forestière, on prépare aussi des sauces et un délicieux velouté. Le fenouil commun, vous connaissez, la sauge des prés, vous connaissez, le thym, vous connaissez, la lavande aussi, le noisetier. Vous savez, on mange des noisettes, forcément. L'huile de noisette est à la fois douce et parfumée, mais attention, elle peut rancir. Mais saviez-vous que les chatons mâles frais, gorgés de pollen et trempés dans du chocolat chaud, donc fondu, constituent de véritables petites gourmandises, séchées et pulvérisées. Vous pouvez aussi utiliser les chatons pour les ajouter aux farines dans la confection de galettes, chapatis, pains et gâteaux. Pour moi, c'est trop compliqué. Par contre, récupérer les chatons mâles, les tremper dans du chocolat fondu, les laisser sécher et les manger à la manière des orangettes croustillantes, moi ça me va. Voilà. Alors il y a plein de gens dans les domaines de l'autonomie ou du survivalisme qui vous disent qu'on peut manger le chêne, le hêtre, tout ça. Oui, pourquoi pas. Mais bon, moi j'aime les choses un peu plus simples. Je n'ai pas forcément envie de me compliquer à fabriquer une farine de gland, mais peut-être j'y viendrai. J'ai des chênes au parc des Sauvageons, on verra. Les châtaigniers, tout le monde connaît. Oui, tout le monde connaît. Mais si ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé de châtaignes grillées au feu de bois, contactez-moi, je vous ferai goûter. Réglisse des bois, ça c'est pas pour tout le monde. Grande gentiane non plus. Le sureau noir, on peut en faire des sirops, des limonades. Et les gens du voyage appellent le sureau l'arbre à beignets. Donc j'imagine qu'on en fait aussi des beignets. Voilà. Attention, faites cuire les fruits et le jus car ils sont suspectés d'une légère toxicité à l'état cru. De même, prenez soin de filtrer vos préparations pour éliminer les graines très laxatives. Ainsi, les baies vous offriront compote, sirop, gelée et coulis. Il existe aussi le sureau rouge qui peut s'utiliser exactement de la même façon. Mais attention, absolument à utiliser, donc seuls les fruits cuits sont comestibles, offrant une très bonne gelée à préparer comme celle du sureau noir. Crus, ils sont fortement vomitifs et toxiques comme le reste de la plante. Vous voilà prévenus. Le cognacier, extraordinaire au niveau du parfum. Trop astringents quand ils sont crus, ils sont vraiment odorants et parfumés. Utilisés cuits en gelée, compote et pâte de fruits, on peut en faire du sirop, du vin, une liqueur, mais vous pouvez vous amuser à accompagner vos viandes avec du coing, un peu comme avec un chutney. Voilà. Vous pouvez aussi simplement éplucher vos coings, faire sécher les épluchures et les ajouter à vos tisanes. Très intéressant. Il y a des gens qui mangent les aubépines aussi. Donc les bourgeons fraîchement hachés parfument le fromage blanc et les sauces à crudité. Les feuilles tendres se consomment crues en salade. Les pétales sont décoratifs et calmants en tisane, donc de fleurs. Ça j'en ai plein. Les fruits sont fades et farineux et se mangent crus ou en compote avec d'autres baies plus goûteuses et du miel. Moi je préfère l'utiliser en tisane directement. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? L'églantier, vous savez, les pétales font de belles décorations, parfument le lait chaud, les vins ou les tisanes, excellent en confiture, en sirop ou confit dans du miel. Les fruits fermes ou blés, mais sans les graines, sont très riches en vitamine C et se consomment crus ou cuits en confiture, coulis, sauce, jus, vin et potage. Et toutes les
Donc l'églantier en fait c'est Rosa canina de la famille des rosacées. Tous les rosas sont comestibles, mais certaines espèces sont rares. Le prunelier, on en reparle tout à l'heure. On peut faire plein de choses intéressantes avec. Le panais commun. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, moi je l'utilise pas. Voilà, donc je préférais éviter de vous embrouiller là-dessus. La capselle, bourse à pasteur. Donc dans vos salades, vous incorporez les rosettes, les boutons floraux, les fruits et les racines tendres hachées. En Asie, Chine, Japon ou Turquie, la plante est souvent cuite afin de parfumer le riz ou d'autres plats cuisinés. Les graines piquantes, légèrement poivrées, s'utilisent une fois pilées, telles les graines de moutarde. On consomme même la capselle rougeâtre, plus petite et aussi commune, qui se rencontre sur un sol plus sec. À ne pas confondre avec le fusain qui lui est toxique, s'il vous plaît. Nombril de Vénus. Donc ça ressemble un petit peu à un mini cactus en forme de parasol, sans poils. Une fois pelée, c'est une plante qui peut servir de pansement de la nature, qui cicatrise les plaies et les brûlures. Les délicieuses feuilles charnues et croquantes servent de base aux salades et de réceptacle pour vos canapés originaux. C'est sympa les cocktails après. Mâche doucette, côté cuisine, donc saveur très délicate, se marie particulièrement bien avec les œufs dans de nombreuses salades. Excellente également en potage ou cuisinée comme des épinards. Moi, je suggère d'utiliser la doucette et de l'ajouter au dernier moment dans vos tisanes, dans vos salades, pardon, de manière à éviter qu'elle ne se fanouille là, parce que c'est pas très joli. Voilà. Il y en a d'autres qui sont très chouettes comme plantes. Bien sûr, on n'a pas été très exhaustif là dans la sélection. Méfiez-vous absolument de certaines plantes, toutefois, qui sont absolument toxiques. D'accord ? Donc le fusain d'Europe dont je vous parlais tout à l'heure, la colchique d'automne, la digitale, l'arôme tacheté, toxique. 15 baies peuvent être mortelles. Voilà, donc ne vous trompez pas avec les feuilles d'oseille. Le muguet, c'est toxique. La ciguë vireuse, c'est toxique. L'if, je vous ai dit, ça ressemble à un sapin avec des petites baies rouges, extrêmement toxiques. La belladone, bien sûr, la datura, le chèvrefeuille noir, le chèvrefeuille des haies, le hou. Quoi d'autre? Le lierre grimpant, on en a parlé tout à l'heure. Le gui également, extrêmement dangereux. Je voudrais finir en vous citant une petite sélection de recettes. Rapidement. Donc, soupe dépurative de printemps pour 4 personnes. 3 poignées de tête d'ortie, une poignée de feuilles de grande oseille, une poignée de feuilles de pissenlit ou de chicorée, quelques feuilles d'ail sauvage, une racine de bardane ou 4 carottes, 4 pommes de terre, des graines de carvi, un peu d'eau, un filet d'huile d'olive. Soupe d'ortie, 7 à 8 poignées de tête d'ortie, 500 g à peu près, un filet d'huile d'olive, un peu de farine, petit épeautre, mais ça peut être farine de riz ou de sarrasin, échalote, gousse d'ail et un peu d'eau. Moi, j'utilise aussi parfois avec de la crème de coco en plus. Il y a des gens qui lavent les orties et qui les font revenir dans un faitout avec l'huile d'olive, l'échalote et l'ail. Moi, je le fais directement cuire avec l'eau, je mixe tout et ensuite je rajoute la suite. Chacun après fait comme il l'entend. Vous pouvez vous faire un velouté de champignons sans champignons avec les pierres des bois, dont on a déjà parlé. Salade de feuilles et de fleurs au printemps, c'est particulièrement spectaculaire. Vous pouvez faire des vinaigres aromatisés, des huiles aromatisées avec des choses intéressantes. Par exemple, pour l'huile aromatisée, 1 à 2 poignées de plantes aromatiques comme ail des ours, alière, genévrier, menthe, thym. Le chutney aussi avec mélisse et pommes sauvages.
Vous pouvez rajouter du gingembre, de l'huile d'olive, du clou de girofle et un petit peu de sucre de canne. Le principe est simple, hein, vous coupez les pommes en dés, vous faites revenir à l'huile le gingembre frais, vous ajoutez les pommes, vous laissez mijoter à couvert 15 minutes en remuant de temps en temps. Vous ajoutez la mélisse et le reste des ingrédients. Vous prolongez la cuisson à feu doux pendant encore 15 minutes. Et il est important que ça soit bien cuit parce que vous allez conserver ce chutney en pot hermétique au frais et à l'abri de la lumière. C'est-à-dire que vous n'avez pas intérêt à ce que ça fermente, d'où l'importance de la cuisson. On avait promis de reparler des prunelles. Les prunelles en saumure ou bien umeboshi. Ça fonctionne aussi avec les prunes. Donc vous prenez des prunelles bleues cueillies avant les gelées. Vous prenez du sel et de l'eau, de source de préférence. Donc vous récupérez, parce qu'en fait les prunelles il y a beaucoup d'amertume dessus, il y a une espèce de pruine un peu blanche qui est absolument âcre. Et donc la seule façon de consommer les prunelles normalement, c'est d'attendre les gelées. Mais là vous n'êtes pas obligé parce que voilà comment on procède. Vous lavez la cueillette, vous remplissez les bocaux, vous complétez avec une saumure à 30% de sel par litre d'eau et vous laissez se produire le processus de lactofermentation. Tout simplement. Après 3-4 jours, les prunelles ont perdu leur astringence et on les consommera comme des olives. Au bout d'un mois, une fois dénoyautées et écrasées, elles serviront de condiment dans les sauces à salade. À la place du vinaigre et du sel, on peut utiliser la saumure qui aura pris avec le temps une jolie teinte rose. Cette préparation vous fera très vite oublier vos assaisonnements classiques. Et là, la prunelle, c'est en ce moment. Justement. Conseil du chef, on peut modifier les arômes en ajoutant dans les bocaux de la sauge, du thym, du romarin, de l'origan. Les boutons de floraux au vinaigre façon capre, on en a parlé. On peut le faire avec la pâquerette, le souci, la capucine, l'ail sauvage. On peut rajouter un clou de girofle, un peu de laurier, du thym, du genévrier, un poil de sucre et du vinaigre blanc. Moi j'ai tenté mais sans sucre et ça marche aussi. On peut faire des lactofermentations de différentes plantes. Après, à vous d'expérimenter. J'avais repéré quoi d'autre? Ah oui, beurre aromatisé. 125 g de beurre salé, une petite poignée de feuilles aromatiques, ail des ours, alière, origan, oseille, thym, lavande, pourquoi pas achillée, une poignée de fleurs, sauge, coquelicot, églantier, pensée ou pulmonaire. Et vous pouvez donc laisser ramollir le beurre à température ambiante. Vous lavez fleurs et feuilles, vous les séchez sur un papier absorbant. Vous ciselez grossièrement les pétales et plus finement les feuilles. Vous mélangez tout ça avec le beurre en écrasant avec une fourchette. Vous roulez le beurre dans un film alimentaire jusqu'à obtention d'un cylindre bien lisse. Vous laissez reposer au frais 2 heures minimum et vous consommez dans les 2 jours ou alors vous congelez en petits rondins pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez manger ça avec des tranches de pain, en accompagnement d'un plateau de fruits de mer, charcuterie ou du saumon. Et vous pouvez faire une variante sucrée sans les aromates, avec des fleurs que l'on plonge 1 heure dans du miel, vous égouttez, vous mélangez avec du beurre doux et un peu de sucre en poudre, et ça se tartine sur du pain ou de la brioche à servir au goûter par exemple. J'ai même vu sushi de Kenopod, pesto d'ortie et d'ail des ours, bon ça tout le monde connaît, okonomiyaki de plantes sauvages. Alors figurez-vous qu'au parc des Sauvageons, on a eu des woofeuses japonaises qui nous ont parlé de cette recette. C'est très simple en fait, c'est une espèce de grosse galette, un peu comme un pancake en fait, avec plein de légumes ou de feuilles dedans. Ça peut être des blettes, ça peut être des épinards, mais pourquoi pas du kénopode, des orties, de la consoude ou quoi. Et c'est le principe de la cuisine de rue en fait. On peut ajouter 4 œufs dans la pâte à crêpes japonaise, un peu de fécule de pommes de terre. À la place de la farine de blé, moi je mets du sarrasin. On pourrait mettre de la farine d'autres choses, mais en gros vous faites votre pâte à crêpes pancake un peu épaisse, avec farine, eau, sel, avec ou sans les œufs, avec ou sans fromage, parce qu'on peut aussi jouer. Vous coupez les plantes grossièrement, vous incorporez une poignée de feuilles à la pâte pour faire votre okonomiyaki à peu près d'1 cm d'épaisseur et 10 à 15 cm de diamètre.
Vous faites cuire dans une poêle préalablement chauffée avec un peu d'huile. Donc sésame ou une autre huile à friture. Moi, avec l'huile d'olive, ça marche très bien. Vous les écrasez bien pour donner la forme voulue. Vous retournez. Et voilà, en fait. Vous pouvez servir avec du fromage râpé, de la sauce soja, du gingembre frais ou le fameux chutney dont on a parlé tout à l'heure. Escargot au beurre d'ortie, beignets de plantes sauvages, fondue végétale, omelette de Pâques. Et qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? La verrine de sureau, noisettes et crème fraîche. Ça, c'était vraiment sympa. Avec des baies de sureau noir, une poignée de noisettes concassées, de la crème fraîche épaisse, du sucre roux et du miel d'acacia. Il faut donc faire un peu cuire le sureau pour avoir une consistance de coulis. Et après, à mon avis, ça a l'air délicieux. Sorbet de Douglas, donc pour 4 personnes, préparation 30 minutes, 300 g de rameaux de Douglas, 1 litre d'eau, 150 g de sucre. Conseil du chef, d'autres plantes se prêtent à cette préparation mais nécessitent un temps de décoction adapté selon leur dureté. La menthe par exemple et le gaillet vrai. Pour préserver les arômes plus subtils comme ceux de la Reine des Prés, coupez le feu juste avant ébullition et poursuivre avec le même mode opératoire. Donc, le mode opératoire. Couper grossièrement les rameaux et les répartir en 3 parts. Mettre la première à l'eau froide avec le sucre et faire bouillir 20 minutes. Couper le feu et ajouter la deuxième, laisser infuser 15 minutes, compléter avec la 3e part et mixer le tout. Filtrer, déposer dans une sorbetière électrique réfrigérée qui va malaxer la préparation jusqu'à obtention du sorbet. Il y avait donc la crème à la Reine des Prés et un truc vraiment très chouette, mais je vous invite à faire vos propres recherches parce que tout vous expliquer serait un peu long, le cristal de fleurs. On peut cristalliser des fleurs et aussi d'autres parties de plantes comme les feuilles de menthe, de mélisse, des petits fruits de groseille, des raisins, des myrtilles, des fraises, des bourgeons de pin, voilà, ou faire du confit floral, toujours sur le même principe mais avec du miel. Bref, si ça ne vous a pas encore donné envie, si vous n'avez pas la forme encore, faites-vous pour finir un jus d'herbes revitalisantes avec 1 à 2 poignées de plantes au choix, ortie, plantain, pissenlit, menthe, mélisse ou autre, et puis vous utilisez un extracteur de jus pour obtenir des bonnes quantités de ces jus concentrés de vitamines, minéraux, enzymes et protéines sans les fibres. Vous buvez ça en petite quantité et très rapidement parce que ça s'oxyde vite. Si toutefois vous voulez boire plus tard le jus d'herbe, vous pouvez les conserver 1 semaine au réfrigérateur en y ajoutant la même quantité d'un mélange huile d'olive, par exemple colza, avec quelques gouttes d'umeboshi, la fameuse saumure de prune, et dans ce cas vous l'utilisez en vinaigrette. Et si vous voulez les conserver plus longtemps sans perte de nutriments, vous congelez les jus dans les bacs à glaçons et vous consommez ça dans les 3 mois. N'oubliez pas les glaçons parfumés, le champagne des fées et normalement moi j'ai fait le tour de ma sélection. Donc je rappelle la référence du livre, Plantes comestibles, cueillettes et recettes des 4 saisons, édition de Bézieux, collection Nature Pratique, 16,50 €. C'est vraiment quelque chose c'est un investissement intéressant pour se lancer. Il est très 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 complet. En cas de doute, n'hésitez pas à vous rapprocher des associations botaniques de votre région. Et puis si vous avez envie de creuser le sujet, restez connectés. On en reparle. À très bientôt.